Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du 30 novembre 2022. Je vous invite également à le suivre jusqu'à son terme. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour. 10 districts parmi les 119 à Madagascar sont en tête en matière d'inscription dans la liste électorale. Selon le rapport de la CENI hier, lors de l'atelier d'évaluation à mi-parcours de la refonte de la liste électorale, depuis le 1er octobre jusqu'à maintenant, on compte 5 171 688 inscrits. Ainsi, la CENI adoptera une nouvelle stratégie à partir de maintenant. Reportage. Depuis le 1er octobre, 37,31% des électeurs sont inscrits suite à la refonte de la liste électorale. Parmi les 119 districts, les districts de la Cour, Kanjeu, Ambalavao, Midungatsim, Fianarantsu disposent de pourcentages le plus élevé selon la déclaration du président de la CENI. Pour la suite, la CENI adoptera une nouvelle stratégie, précise-t-il. En effet, cette institution vise de procéder à des inscriptions au sein de la liste électorale par le biais des SMS et des sites Internet selon toujours les explications. Ensuite, les actions du gouvernement malagasy ont un grand impact dans le quotidien des habitants de Fanjin. Selon la déclaration du député Dina Rakut-Malal ce jour, Fanjin, un district isolé auparavant, a complètement changé grâce à ces actions gouvernementales, selon toujours les explications. Les détails avec Fanjisen Amirey et Kevin Ravuniarsan. 15 communes dans le district de Fanjin bénéficient actuellement de nouvelles infrastructures. Selon la députée dans le district de Fanjin, le développement se reflète davantage sur le plan éducatif et le plan sanitaire. De plus, la sécurité dans le district a été également priorisée, insiste-t-elle. Par contre, Dina Rakut-Malal, députée dans le district de Fanjin, fait appel aux responsables pour la réhabilitation de la RN 41 reliant Kelpakun et Fanjin, laquelle constitue un blocage pour les locaux. En santé, rétablir le respect de tous les gestes barrières, l'utilisation des masques, notamment dans les lieux populeux et les lieux publics, c'est la première prévention à l'heure où les statistiques de l'épidémie de Covid-19 repartent à la hausse, a déclaré le docteur Jean-Claude Rakut-Malal, président de l'ONG ASSOS ou Action Socio-Sanitaire Organisation Secours aujourd'hui. Récemment, la vaccination contre la Covid-19 s'est mise en veilleuse, a-t-il déclaré. Ainsi, les citoyens sont appelés à venir dans les cliniques pour se faire vacciner. Les détails avec Andiana Martina et Ntsar Ranchiantsu. Actuellement, rares sont ceux que l'on voit dans les rues porter des masques. Les personnes que nous avons rencontrées et interviewées aujourd'hui ont toutes leurs propres raisons de ne pas le faire. Certains disent qu'il fait trop chaud et qu'ils suffoquent quand ils portent des masques. Certains disent qu'ils ont perdu l'habitude d'en porter depuis. Et il y a aussi ceux qui disent que la maladie Covid n'existe plus dans notre pays. Or, le nombre des nouveaux cas de Covid-19 sont en hausse selon les dernières statistiques publiées par le ministère de la Santé publique et il n'y a pas d'autre moyen d'empêcher la propagation de cette maladie à part le respect des gestes barrières comme les ports de masques et le respect de la distanciation, selon Dr Jean-Claude Rakut-Malal, président de l'ONG ASSOS. Dans un tout autre sujet, environ 20 millions de personnes ont bénéficié de l'aide d'une organisation non gouvernementale depuis 1991. Cette ONG opère dans de nombreux domaines, dans l'environnement, l'éducation, l'agriculture et l'élevage. Ainsi, elle a toujours collaboré avec le gouvernement malgache dans la réalisation de ces actions. Ruth Christelle Rakut-Malal et Yves Chanel. Au cours des 30 dernières années, une organisation non gouvernementale a soutenu le peuple malgache. Environ 20 millions de personnes ont bénéficié de cette aide. Cette ONG intervient surtout dans les zones inaccessibles telles qu'Ampani, Nusvark, Ambuvumbiandjoui, etc. Elle opère surtout dans le secteur social, notamment l'environnement, l'éducation, la santé, l'agriculture et l'élevage. Dans le domaine de l'environnement, par exemple, l'ADRA Madagascar a contribué au reboisement de 51 000 hectares de terrain dans les régions Fitvnan, Vatvav et Timandjefan.
Dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, elle intègre dans ses programmes la sécurité alimentaire en favorisant le traitement équitable des hommes et des femmes dans ses activités, l'autonomisation économique des femmes et des jeunes. Ainsi, non seulement les bénéficiaires reçoivent de l'aide, mais ils apprennent également l'indépendance financière. Toujours dans le sud, l'ADRA porte secours aux ménages victimes de la sécheresse chronique à travers 6 projets d'assistance alimentaire et agricole et d'approvisionnement en eau financés par les bailleurs. Hier, la célébration des 30 ans de cette organisation non gouvernementale à Madagascar s'est tenue à Anoussi. Il y a eu une remise de l'eau pour 3 personnes qui ont grandement contribué dans cette organisation. Une école religieuse d'Ambouidjou a reçu l'aide d'une organisation non gouvernementale. En plus de la finition des infrastructures, cet organisme offre également une cantine scolaire pour les élèves jusqu'à la fin de l'année scolaire. Toujours avec Ruth Christelle Rakout-Malal et Sechanji Anab. Environ 500 élèves du préscolaire jusqu'à la classe de 3e étudient dans cette école religieuse située à Ambouidjou. En 20 ans d'existence, aucune rénovation n'y a été faite. Lorsque des responsables de la Cisco ont visité les lieux, ils ont donné l'ordre de rénover l'infrastructure. D'ailleurs, le nombre d'élèves augmente également, soutient la directrice Ramboula Nourvao Angéline. Face à cette situation, les responsables de l'école ont fait appel à une communauté religieuse ainsi qu'aux parents d'élèves et ont pu construire une école comportant 9 salles de classe, mais n'ont pas pu achever l'infrastructure faute de moyens. Les responsables de l'école ont donc fait appel aux bienfaiteurs et l'ONG ADRA a répondu à l'appel vu qu'elle opère également dans le domaine de l'éducation. Elle a donc contribué à la peinture, au carrelage, à la confection des portes et des fenêtres. Mis à part la finition, l'ADRA paie également les collages de certains élèves vu la difficulté financière de certains parents. Elle prend également en charge la cantine de 280 élèves jusqu'à la fin de l'année scolaire, explique Mireille Ravunzatouv, responsable de communication. L'aide de cette organisation non gouvernementale à la communauté ne s'arrête pas là. L'objectif est de contribuer au développement de Madagascar. Les explications pour la construction de l'autoroute reliant Antananarive et Tuamasin pour les habitants du Fuktan-Amboul dans le district de Talatavulnouch se sont poursuivies jusqu'hier. Ces locaux sont convaincus que la construction de cette autoroute leur sera bénéfique et apportera un véritable changement. Par contre, ils revendiquent la mise en place de CEG et la réhabilitation de la route. Andina Martina, Enza Hadjianso. La construction de l'autoroute reliant Antananarive et Tuamasin, un projet du président de la République malagasy, débutera ici à Amboul, commune de Talatavulnouch. Ainsi, des champs de culture seront touchés par le projet. Pour hier, des explications ont été apportées pour les locaux. Ces derniers sont conscients de l'importance et les avantages de la construction de cette autoroute. Auparavant, le ministère des Travaux publics a déjà tenu des discussions avec les habitants des 4 Fuktan concernés selon les explications. Le gouvernement entre progressivement dans les travaux de terrassement de ces terrains, un travail que les habitants souhaitent être achevé le plus tôt possible, selon le maire de Talatavulnouch, Yubersion Ranjianirin. La région prendra à son tour des responsabilités pour assurer le développement dans le Fuktan-Amboul suite à la demande des habitants selon la déclaration du gouverneur de la région Antananamang. Selon toujours la demande des locaux, le lancement des travaux de construction de cette autoroute reliant Antananarive et Tuamasin s'est tenu hier. En ce qui concerne les actualités sportives, le championnat de Madagascar de golf 2022 aura lieu du 6 au 11 décembre prochain au golf du Rouf à Boudjachim. Environ 150 golfeurs y participeront, notamment les golfeurs issus des clubs locaux, mais aussi des golfeurs venant de l'étranger, a déclaré aujourd'hui la Fédération malagasy de golf. Andina Martina, Enza Hanji-Ansu. Les amateurs de golf se retrouveront sur le Green Dandakan du 6 au 11 décembre 2022 pour le championnat de Madagascar 2022.
150 golfeurs classés dans les 6 catégories, notamment les professionnels, hommes et dames, les super seniors et les juniors y participeront selon les explications de Luc Ratimazaf, directeur adjoint de la Fédération malagache de golf. La compétition sera différente pour cette saison. La compétition elle-même, ainsi que le terrain utilisé, suivront les normes internationales selon les explications des organisateurs. Jusqu'à présent, 150 participants se sont inscrits à ce championnat de golf. Par ailleurs, les inscriptions se poursuivront jusqu'à dimanche selon les organisateurs. Les participants étrangers doivent avoir la nationalité malagache ou avoir vécu à Madagascar pendant plus de 6 mois pour pouvoir y participer selon les explications. Et concernant les actualités internationales, le président français et sa femme sont arrivés mardi soir à Washington pour une visite d'État de 3 jours visant à sceller la réconciliation franco-américaine. Le point d'or sera une réception organisée jeudi à la Maison-Blanche. Les détails avec France 24. Oui, Emmanuel Macron entame donc une visite d'État qui l'occupera durant 3 journées complètes, 2 journées à Washington et dans ses environs immédiats, avant de prendre le chemin de la Nouvelle-Orléans et de la Louisiane où il est attendu vendredi. Au programme des prochaines 48 heures, une visite au cimetière d'Arlington pour commémorer avec son homologue les engagements militaires du passé et ce dès la naissance des États-Unis et l'indépendance du pays, mais aussi, et je dirais surtout, une succession d'entretiens sur des sujets beaucoup plus contemporains comme la guerre en Ukraine, bien entendu, le combat commun pour l'environnement et la conversion des économies occidentales en des économies plus propres, ce qui les conduira à parler, bien entendu, du géant chinois, de la crise énergétique, des règles de la concurrence et des accords stratégiques en Indo-Pacifique. Un sujet encore sensible puisqu'il était au cœur de la crise dite des sous-marins qui avait opposé Paris et Washington durant les mois qui ont précédé la guerre en Ukraine. On l'a dit, Emmanuel Macron et son épouse boucleront cette visite d'État en faisant un crochet par le lointain État de Louisiane, où il sera question de francophonie, de culture et d'histoire, bien sûr. Un message fort envoyé à la jeune population de Louisiane qui perpétue tant bien que mal l'héritage de la Nouvelle-France. Emmanuel Macron sera le 3e président, après le général de Gaulle, et Valéry Giscard d'Estaing à sillonner les rues de la Nouvelle-Orléans. Les derniers voyages remontent à 1960 et 1976. Et en Chine, les tensions persistent où de nouveaux affrontements ont opposé manifestants et forces de l'ordre dans la nuit de mardi à mercredi, malgré l'appel à la répression lancé par les autorités pour contenir le mouvement national de colère contre les restrictions sanitaires et pour plus de liberté. Toujours avec France 24. Les autorités chinoises sont sur les dents. Après les manifestations historiques du week-end, la police barricade certains quartiers, comme ici à Shanghai. La politique zéro Covid et les confinements archi-stricts de villes entières ont exaspéré une partie de la population qui n'hésite plus à l'exprimer ouvertement. Je peux travailler de chez moi, donc je ne suis pas trop touché par les conséquences du confinement. Mais voir ces gens se battre pour la liberté, je trouve ça très inspirant. Ces confinements extrêmes sont inutiles. Identifiez simplement les cas contacts proches et mettez-les en quarantaine. Il n'est pas nécessaire d'isoler tout le bâtiment ou tout le quartier. Malgré la répression, les manifestations se poursuivent. Pékin, pris par surprise, ne change pas radicalement de politique, mais décide opportunément de communiquer et de mettre l'accent sur la prévention. Nous devons accélérer la vaccination contre le Covid, en particulier pour les personnes âgées. Nous espérons que les personnes âgées pourront activement terminer la vaccination dès que possible pour protéger leur santé et celle de leur famille. Pékin n'a pas imposé une large vaccination à sa population. Seuls 65% des plus de 80 ans sont protégés et n'a toujours pas approuvé les vaccins ARN considérés comme plus efficaces. Une levée radicale des restrictions sanitaires pourrait donc provoquer une vague de Covid, de nombreux décès et égratigner durablement l'image d'une gestion maîtrisée de l'épidémie qu'a voulu se donner la Chine depuis le début de la crise.
Et pour clôturer cette édition, 9 accusés, dont Salah Abdel Sam, face à un millier de parties civiles, un procès hors norme s'ouvre devant le cour d'assises de Bruxelles et doit durer jusqu'en juin prochain pour juger les attentats djihadistes de 2016 dans la partie belge. Dans ce procès, près de 1000 parties civiles, beaucoup veulent témoigner. Toujours avec France 24. Les bords des étangs d'Ixelles, Louis Van Ardois les a toujours appréciés, même en plein automne. Mais depuis 6 ans et demi, c'est seul qu'il vient les contempler. Le 22 mars 2016, sa compagne, Mie, est morte dans le métro à Malbeek. Alors que s'ouvre le procès des attentats de Bruxelles, le jeune homme sait déjà ce qu'il va dire lorsqu'il sera appelé à témoigner. C'est un message d'hommage à Mie. Déjà dire à quel point c'était une personne merveilleuse et à quel point j'ai eu de la chance de la connaître. Et aussi toute la colère et le ressentiment que j'ai par rapport aux individus qui ont fait cet acte-là. Non loin de Mie ce jour-là, Yana, elle, a eu la vie sauve. Avec son avocate, cette Suédoise d'origine a voulu se renseigner sur la procédure belge. En fait, la cour d'assises, il y a toujours plein de surprises. Gravement brûlée lors des attentats, la jeune femme était enceinte de plus de 5 mois. Aujourd'hui, elle voudrait que sa fillette puisse se constituer partie civile. Il faut tout à fait introduire cette demande. Le traumatisme transgénérationnel, c'est une réalité. Oui. On ne sait pas encore quelles pourront être les difficultés pour elle plus tard aussi, quand elle grandit. Elle était là aussi et si j'avais pas survécu, elle n'aurait pas survécu non plus. Et donc elle est certainement aussi une victime directe. Ancien employé à l'aéroport de Bruxelles, Philippe était aux premières loges lorsque les 2 kamikazes se sont fait exploser. Pour se préparer au procès, cet informaticien de formation n'a pas hésité à suivre des cours de droit. Contrairement au procès parisien où des magistrats professionnels avaient délibéré, en Belgique, c'est un jury populaire qui rendra son verdict. Un défi si certains jurés deviennent indisponibles. Ça risque de poser d'énormes problèmes, jusqu'à même voir l'annulation du procès, faute de jurés. Et ça serait encore plus grave. Pour ce procès hors norme qui va durer plusieurs mois, des centaines de citoyens belges ont été convoqués. Au bout du compte, un jury composé de 12 membres et de 24 suppléants sera constitué. Mesdames et messieurs, voilà que prend fin cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Dans quelques instants, vous allez suivre la série Dynastie. Quant à moi, je vous dis excellente soirée.